Et bonsoir, rebonsoir Emmanuelle Dancourt. Bonsoir. Vous êtes présidente de MeToo Média et vous êtes à l'origine de la tribune, de cette lettre ouverte à Emmanuel Macron publiée aujourd'hui sur le site internet du journal Le Monde. À vos côtés, Jessica Suze. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue également. Vous êtes coordinatrice nationale de Nous Toutes. Membre de la coordination. Membre de la coordination nationale de Nous Toutes. On va vous entendre dans quelques instants. On va aussi vous donner de l'eau, Emmanuelle Dancourt. Alors, si je me permets. Vous pouvez ne pas vous étouffer dès le début de ce plateau. Merci à vous. Merci Pauline Delevoye en direct de Lille pour BFM TV. Emmanuelle Dancourt, je rappelle que vous êtes à l'origine de cette lettre ouverte. Alors adressée aujourd'hui non pas à Gérard Depardieu ni même à ceux qui et celles qui le soutiennent, entre autres à travers cette tribune publiée hier sur le site du Figaro. Non, elle est adressée quasi exclusivement, sinon exclusivement, au président de la République. Vous n'avez vraisemblablement pas digéré les termes, les propos présidentiels télévisés sur Gérard Depardieu, c'était il y a seulement quelques jours. Alors en fait, effectivement, cette tribune a été écrite juste après, dans la nuit qui a suivi les propos présidentiels de soutien à Gérard Depardieu. Le temps de la publication, il se trouve qu'entre-temps, la tribune de soutien à Gérard Depardieu avait été publiée, donc on a amendé un tout petit peu, mais elle s'adresse en fait à tous ceux qui soutiennent Gérard Depardieu, mais c'est vrai, principalement au président de la République. Moi, Gérard Depardieu, qui, je le rappelle, d'après Emmanuel Macron, rend fière la France. C'est ça. Le chef de l'État qui dénonce une chasse à l'homme contre la... Alors, c'était les mêmes mots qu'il avait utilisés. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis plaignante et victime dans l'affaire PPDA. On y reviendra. MeToo Média a été créé par des victimes de PPDA. Et il y a eu l'affaire Hulot, juste derrière. Et dans l'affaire Hulot, il nous avait déjà fait le coup de la chasse à l'homme, mais il avait parlé avec Nicolas les yeux dans les yeux, et donc forcément Nicolas n'était pas coupable. Il a parlé à Gérald les yeux dans les yeux, et puis il a eu Gérard au téléphone. Voilà, c'est une manière de faire que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc on avait effectivement quelque chose à dire au président Macron, et la seule chose qui n'est pas dans cette lettre et que je voudrais lui demander moi ce soir, c'est de nous recevoir. En fait, à l'Élysée, nous, MeToo Média, le bureau, et puis quelques victimes, parce que si Gérard Depardieu, lui, s'est exilé en Belgique, je vais vous dire où est Charlotte Arnoult, moi, depuis 48 heures. Elle est incapable de sortir de son lit. Enfin, je crois qu'elle en est sortie aujourd'hui. Elle est sous sa couette parce que elle est complètement ébranlée par ce qui se passe. Elle s'est quand même pris la République dans la figure, Charlotte Arnoult, et Hélène Darras avec elle, et la journaliste espagnole dont on parle, et toutes les 15 personnes, les 15 femmes qui dénoncent, et toutes celles qui n'osent pas y aller. Elles se sont pris la République dans la figure. Ça fait mal. Charlotte Arnoult qui... et la plaignante, et la jeune comédienne qui a déposé plainte contre Gérard Depardieu pour viol en 2018, ce qui a entraîné sa mise en examen. Alors, juste pour préciser, effectivement, le président Macron a parlé à Nicolas Hulot, à Gérald Darmanin et à Gérard Depardieu. Il faut juste préciser que pour Nicolas Hulot et Gérald Darmanin, les procédures se sont terminées par un non-lieu ou un classement sans suite. Pour Nicolas Hulot, c'était pour cause de prescription, et Gérald Darmanin bénéficiait d'un non-lieu en justice. C'est juste pour préciser. C'est bien de le dire, ce qui ne veut pas dire que, attention, c'est une vérité judiciaire qui n'est pas forcément la vérité. On le sait, que seulement 1% des... ça veut dire, il y a 93 000 viols en France, chaque année. On est déjà premier chiffre. C'est un chiffre nous toutes, ça d'ailleurs. Il y a 10% des victimes seulement qui osent aller porter plainte. Parce que ça peut être considéré difficile d'aller porter plainte, sa parole n'est pas toujours bien reçue. Et sur ces 10%, il y a 1% seulement à peu près, même un peu moins, 1%, 0,06, c'est ça 0,6 là. De condamnation. En France, on n'arrive pas à condamner. Le doute profite toujours à l'accusé. Donc le rôle des avocats de ces personnes-là, de ces mises en cause, c'est d'instiller le doute. Et s'il y a doute, il y aura pas de condamnation, même si cette personne peut se reprocher des choses. Les termes sont forts. Ceux-là même qui figurent dans la lettre ouverte au président, dont vous êtes à l'origine: posture politique, désintérêt pour la cause, totale ignorance, dites-vous encore. Vous parlez bien sûr de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis cette phrase de conclusion, vous avez par vos mots validé la culture du viol au plus haut sommet de l'État. Oui. Quelle réalité y a-t-il derrière cette expression de culture du viol, pour qu'on comprenne bien? Parce qu'en fait, la culture du viol, c'est toute une croyance qui existe dans les films, qui existe dans les musiques, qui existe dans les films pornographiques. C'est
en fait, la culture du viol, elle est partout, constamment. La culture du viol, c'est de dire que le violeur, c'est un inconnu, que c'est forcément quelqu'un qui est un peu moche, qui est pauvre, qui ne plaît pas aux femmes. Et donc, en fait, forcément, si on a une personne qui a du pouvoir, qui est riche, qui est beau, qui plaît aux femmes, alors cette personne-là ne peut pas être un violeur. Et ça, en fait, c'est faux. On le sait. La plupart des violeurs sont des proches de la victime. Et en fait, on peut pas dire que cette personne-là ne peut pas être un violeur parce que il a du pouvoir, parce qu'il est riche. Et c'est ça la culture du viol. C'est erroner en fait la réalité du viol. Et pour vous, Emmanuel Macron valide, je cite, ce que vous écrivez, la culture du viol, à travers quelle déclaration tenue à la télévision l'autre soir chez nos confrères de C'est à vous, parce que c'est une formulation, ouais. Je pourrais même dire une accusation. C'est pas une accusation, c'est une prise en compte de ce qui a été dit. Hein. C'est juste une retranscription de ce qui a été dit. En fait, la culture du viol, c'est le fait de rendre normal dans la société, pour compléter ce que vient de dire Jessica, c'est le fait de rendre normal dans la société des choses qui ne le sont pas. Une main aux fesses, une main sur des seins, une main dans l'entrecuisse, des mots comme ceux que Gérard Depardieu a pu avoir en Corée du Nord, mais qu'il avait sur tous les tournages, qui sont quand même des délits. Hein. C'est punissable par la loi en France. Et en banalisant tout ça, en disant, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ça va, c'est Gérard, notre grand acteur national, notre monstre sacré, pardon. En banalisant tout ça, en disant c'est pas grave, et tous les gens qui étaient sur les tournages qui n'ont jamais rien dit, voilà ce qu'on appelle la culture du viol. Le président valide au plus haut sommet de l'État la culture du viol. Je le redis. Ce qu'il faut dire sur la culture du viol, c'est que c'est un concept sociologique qui regroupe des attitudes, des propos, des discours, des prises de parole, des prises de position qui vont toujours tendre à minimiser, ignorer, minorer les accusations de violences sexuelles qui peuvent être portées dans l'espace public. Donc c'est tout un ensemble de choses qui visent à minimiser les accusations. Et là où vous faites référence à cette expression dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement parce qu'il prend la défense de Gérard Depardieu sans prendre la défense des femmes victimes de violences. Alors il y fait référence une fois dans son propos, sans même les évoquer. C'est ce qui alors il dit juste il faut que les femmes aillent déposer plainte, il faut qu'elles soient entendues. C'est le seul propos qu'il a à l'égard des femmes mais pas de celles qui se sont plaintes de non, là il le fait, c'est un propos général en disant de l'autre côté la présomption d'innocence et Gérard Depardieu est victime d'une chasse à l'homme et il rend fier la France, que vous avez dit tout à l'heure. C'est donc Emmanuel Macron qui vous a indigné l'autre soir. Je dis ça parce que votre tribune est publiée 24 heures après celle d'une soixantaine d'artistes en soutien à Gérard Depardieu. Vous n'avez pas jugé utile, ou ce n'était pour vous pas la priorité de réagir par une tribune à une autre tribune, en fait, c'est le hasard du calendrier, et vous n'aviez pas prévu spécifiquement qu'il y aurait cette initiative-là dans l'autre camp, si je puis dire. D'ailleurs, on va reparler de cette... On savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait. On savait qu'ils devaient être très très nombreux à signer. Au final, ils étaient 56, et moi, il y avait des noms que je ne connaissais pas, pour tout vous dire. Donc, on savait que quelque chose se préparait, on ne savait pas dans quel timing. Nous, en fait, il y a eu un truc qui s'appelle Noël, et quand on a envoyé notre tribune assez tôt, l'autre tribune n'était pas encore sortie, et voilà, et le timing fait que la nôtre sort le lendemain de la tribune des 56. C'est un heureux hasard. Parce que je vous dis, on a un petit peu réamendé la tribune pour recoller à cette actualité-là. Mais c'est évidemment une tribune qui finalement s'adresse à tous ceux qui soutiennent Gérard Depardieu, président de la République, comme d'autres personnes. Et juste pour rebondir sur ce que disait Vincent Antinghem, parce qu'il a dit un mot qui est très important, je trouve, dans cette tribune et dans toute cette histoire, qui est un mot qui est mal compris, c'est le mot présomption d'innocence. On nous dit qu'on est en train de détruire la carrière de ces gens-là, qu'il y aurait un préjudice de carrière. Moi, je voudrais rappeler que le premier préjudice, il est sur le corps des victimes, que ce corps soit blotti dans un lit au fond d'une couette ou que ce corps soit au combat, et que ce premier préjudice-là, c'est le plus important. Et sur un tournage, par exemple, c'est le droit du travail qui s'applique. On est censé protéger, comme à BFM TV, comme partout, le droit du travail s'applique. Et dans le droit du travail, où la présomption d'innocence n'a pas lieu, on est censé protéger les gens qui viennent, nous deux, vous, toutes les personnes qui viennent. Et sur les tournages, ils l'ont pas fait. Et là, on a un énorme problème. On a fait taire des gens qui n'avaient pas le droit de parler. Sophie Marceau le raconte très bien. On a fait taire des gens. Et en fait, en faisant taire des gens-là, on n'a pas protégé les habilleuses, les coiffeuses, les accessoiristes, les techniciennes. On n'a pas protégé les femmes, les entre guillemets, comme
le pensent eux-mêmes les petites femmes. Bonsoir Perico Légas, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Marianne et intervenant également sur RMC. Merci d'être avec nous. D'abord, je voudrais vous entendre sur cette lettre ouverte d'associations féministes au président de la République, qui est donc visé en raison des propos tenus l'autre soir à la télévision en soutien à Gérard Depardieu, qui, je le cite de nouveau, rend fière la France. Emmanuel Macron qui par ailleurs dénonce une chasse à l'homme. Dans la lettre ouverte adressée au président aujourd'hui, il y a notamment cette phrase qui est assez marquante. Nous en parlions avec nos autres invités il y a quelques instants. Vous avez par vos mots validé la culture du viol au plus haut sommet de l'État. Il est question de posture politique aussi dans cette tribune, de désintérêt, c'est l'accusation formulée à l'encontre du président de la République, désintérêt pour la cause des femmes, totale ignorance. Comment dire, quelle est votre position, en tout cas, quel regard portez-vous sur cette initiative-là, quelques jours après des propos présidentiels qui, c'est un euphémisme, n'ont pas laissé bon nombre de Français indifférents? L'affaire Gérard Depardieu est en train de prendre la dimension d'un séisme politique majeur. On n'est pas à l'affaire d'État, mais on n'en est pas loin. La réponse des féministes est légitime, dans la mesure où il y a eu un mouvement de soutien, façon de parler à Gérard Depardieu, de la part d'artistes qui ont dit est-ce qu'on pourrait ne pas mélanger le grand génie, le grand talent cinématographique avec le supposé, quand on dit présomption d'innocence, c'est-à-dire supposé ou présumé coupable par rapport aux accusations de viol qui sont portées contre lui. Alors, évidemment, l'immensité du personnage, son poids dans la culture française, dans la réputation de la France, et c'est là où le bas blesse, fait qu'il y a une réaction de protection, parce que quand la ministre de la Culture a dit cette phrase, on comprend ce qu'elle veut dire, mais de dire ça fait honte à la France, non, ça fait pas honte à la France, ça fait honte à Gérard Depardieu et à ceux qui l'ont peut-être laissé faire et qui se sont tus pendant si longtemps. Le douloureux dans ce genre d'affaires, c'est pas ceux qui ne font rien, ce sont ceux qui se taisent et qui ne disent rien. Je pars du principe que le viol est une forme, je dis ça avec extrêmement de prudence, est une forme de crime contre l'humanité, parce que on dénie à la femme violée son statut d'être humain. Soit qu'on abuse d'elle, soit qu'on considère que c'est un être inférieur, soit qu'on refuse de reconnaître que c'est un être humain, et on se comporte avec elle comme on se comporterait avec des animaux. Il faut le prendre comme tel, c'est gravissime, et aujourd'hui, c'est une prise de conscience mondiale, sociale et culturelle, c'est une révolution. J'allais dire l'affaire Depardieu, quelle que soit la façon dont elle se termine, elle fait progresser cette cause, cette dénonciation, et même si il n'y a peut-être pas de conséquences judiciaires, puisqu'il peut y avoir, il y a eu un non-lieu pour Nicolas Hulot pour des raisons de présomption, de prescription. De toutes les manières, rien ne sera plus jamais comme avant, et quelles que soient les conséquences réelles sur le plan juridique, rien ne sera plus comme avant. Et c'est un progrès énorme, parce que la prise de conscience, elle est totale. Le comportement change, les langues se délient, les esprits s'ouvrent, et on dénonce ce qui doit être dénoncé. Attention cependant, et je participe avec Emmanuel Dancourt à l'émission Estelle Denis, nous débattons souvent de ces questions extrêmement douloureuses à prendre très au sérieux. Bien entendu, il y a le tribunal médiatique qui doit dire la vérité, qui est là pour soulever, qui est là pour lancer l'alerte, et puis il y a le tribunal du droit, le tribunal juridique qui, lui, est le seul habilité à décider s'il y a eu culpabilité ou non, s'il y a eu délit, s'il y a eu crime. Il faut continuer à se battre sur les deux terrains. S'il y a culpabilité, la justice passera, et le tribunal médiatique est là pour alerter. Je comprends que le président de la République a voulu faire un amalgame en disant attention, en fait, c'est à sa ministre de la Culture qu'il répondait. Non, l'image de la France n'est pas souillée ou salie par l'affaire Depardieu, ça reste un monstre sacré du cinéma français. On ne va pas jeter l'anathème sur le cinéma, mais en même temps, s'il y a des pratiques dans ce milieu culturel et professionnel qu'il faut revoir, je pense que l'affaire Depardieu permettra aujourd'hui d'aller encore plus loin dans la vigilance, dans l'exigence, dans l'alerte, dans l'interpellation et dans la mise en garde à ceux qui auraient la tentation de continuer à se comporter comme ça, disant après tout, dans ce monde-là, c'est un petit peu... Eh bien non, dans ce monde-là, on se tient bien aussi, qui plus est quand on est un grand acteur,
Qui plus est, quand on porte les valeurs culturelles de la France, eh bien, on est tenu à un certain comportement. Donc, je comprends la colère des femmes et des défenseuses de ces femmes qui ont été attaquées. J'admets que le monde de la culture et du cinéma puisse dire attention, ne jetez pas l'anathème sur la totalité du cinéma français. En même temps, s'il y a des pratiques à dénoncer, il faut continuer à les dénoncer. Restez avec nous. La vérité doit sortir. Restez avec nous, Perico Léga, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Ça fait réagir aussi autour de ce plateau. Je voudrais que l'on réécoute ensemble celui qui est à l'origine de la tribune en faveur, en soutien de Gérard Depardieu. Il était ici même hier soir. Yanis Eziadi, qui est acteur comédien. Écoutez. L'acteur et metteur en scène Michel Faux, avec qui j'ai l'habitude de travailler, m'a dit on peut pas laisser Gérard Depardieu, le plus grand d'entre nous, être traîné dans la boue comme c'est le cas en ce moment, au mépris de la présomption d'innocence. Et donc j'ai dit évidemment il faudrait qu'on essaie peut-être de monter une tribune, voir si des artistes sont d'accord avec nous sur ce sujet. Et donc voilà, ensuite j'ai proposé aux gens que je connaissais de signer cette tribune, et puis d'autres gens ont proposé à d'autres gens, et ça s'est fait comme ça. Je crois qu'il est très heureux de voir que tout le monde ne se détourne pas de lui, parce que évidemment, moi j'ai eu au téléphone beaucoup d'acteurs et d'actrices qui aiment Gérard Depardieu, qui n'ont rien à lui reprocher et qui me l'ont dit, mais qui n'osent pas signer la tribune. Bonsoir Alice Coffin, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère de Paris, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Vous venez d'entendre celui qui est à l'origine de la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Précédemment, Perico Léga, journaliste à Marianne et intervenant à RMC, donnait son point de vue. Et également, autour de ce plateau, il y a notamment deux féministes dont l'une est à l'origine de la tribune visant Emmanuel Macron. On peut avoir l'impression, dites-nous ce que vous en pensez, qu'aujourd'hui deux mondes s'affrontent en France, de catégories même de Français, presque irréconciliables, avec en toile de fond cette polémique de Depardieu, mais j'imagine que ça va bien au-delà en réalité. Quel regard vous portez sur cela ? Eh ben, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur deux mondes s'affrontent, parce que je pense précisément que le cas de Depardieu, en fait, il est très intéressant parce qu'il y a eu des images, parce qu'il y a eu cette diffusion de compléments d'enquête qui succédait à une formidable enquête de Mediapart aussi. En fait, ça a choqué bien plus largement dans la population. Et c'est là qu'on a un moment, en tant que féministe, à saisir aussi, que je suis pas sûre que ça soit du 50-50 dans la population. Au contraire, je pense que c'est assez isolé, en fait, la tribune du Monde qui s'est fait, et que ça apparaît pour ce que c'est-à-dire des gens qui se défendent entre eux, en fait, et une sphère de pouvoir qui inclut effectivement, comme ça a été très bien dit par mes prédécesseuses féministes sur le plateau, qui inclut fortement le président de la République, qui inclut un certain nombre de personnalités du monde du spectacle, et qui se protègent, parce que c'est de la protection et c'est de la complicité. Effectivement, on a une culture du viol, mais ça veut dire vraiment protéger les agresseurs, protéger les harceleurs. Vous savez peut-être qu'il y a eu d'autres personnes mises en cause dans les signataires de cette tribune aujourd'hui pour faits d'agression. Il y en aura sans doute d'autres, j'en serais pas surprise. C'est de la protection, en fait, et c'est une volonté de se défendre entre eux, mais je crois pas du tout, en fait, que ça fasse un schisme dans la population. Sur le cas de Depardieu. Vous n'avez pas l'impression que, au moins un peu, c'est une question de génération ? Et moi, il y a bien sûr une question de génération, mais je vous assure que franchement, moi je le vois, je sais pas, on a tous eu des discussions, Noël, les familles pour ceux qui peuvent être en famille et tout ça. Et franchement, le truc de Depardieu, ça choque bien au-delà, ça choque énormément de monde. Moi je le vois en tant que féministe, je vous le dis, c'est-à-dire que d'habitude, on peut un peu lutter, il y a des cas où il faut un peu lutter, Darmanin, c'est pas facile d'expliquer que quand même c'est gravissime, tout ça. Depardieu, c'est tellement flagrant, en fait, les images, elles sont tellement forte, et il faut pas oublier toutes les aussi les témoignages évidemment des victimes, mais les images là, elles sont tellement fortes que je vous assure, c'est pas si scindé que ça. Et c'est marrant parce que vous disiez Perico Léga, ça me fait rigoler parce que merci à BFM vraiment de permettre la discussion sur ces sujets. On avait discuté il y a pas longtemps sur le débat sur le sénateur Joël Guerriau qui avait agressé une députée. Et vous voyez, Perico Léga, il me disait mais non, vous êtes folle Alice Coffin, vous dites que c'est systémique alors que c'est juste un fait divers. Et là j'ai l'impression que lui-même il revient un peu sur ses positions. Et bravo Perico, c'est le cas de toute la population française en fait qui commence à se dire avec ce cas-là, en fait c'est gravissime. C'est-à-dire que c'est pas des cas isolés. On en voit. Vous êtes d'accord que ça n'arrête pas
en fait, en ce moment, on a évidemment de nombreux hommes qui commencent à être mis en cause et on commence à se rendre compte que c'est un système et que c'est un système dans lequel, bien sûr, il y a des agresseurs et des harceleurs, mais il y a aussi tout un système de protection, de gens qui les protègent, de gens qui vont dire mais non, ce n'est pas la personne que l'on connaît, etc. Et c'est ça, je pense, qui est en train de se mettre à jour. Alors, je propose juste, puisque vous faites allusion à Perico-Légas, qu'on lui laisse la possibilité de répondre, ou en tout cas de dire ce qu'il a à dire sur ces lignes. Non, mais justement, on est tous curieux de savoir ce qu'il a à vous répondre sur ces, et là je m'adresse à vous donc, Perico-Légas, sur ces lignes qui bougeraient petit à petit dans la société française, peut-être chez vous, notamment, qu'en dites-vous ? Je maintiens mot à mot ce que j'ai dit. On ne jette pas l'anathème sur une profession à partir de la défaillance d'un de ces individus, une de ses composantes. Il y a des pratiques dans toute la société qui doivent être dénoncées, qui doivent être pourchassées, qui doivent être condamnées quand elles sont avérées. Ça ne jette pas pour autant l'anathème sur la catégorie professionnelle ou sociale ou culturelle auquel appartient celui qui a commis ce délit. Attention, ne commettez pas l'erreur, vous défendez une très belle cause de féminisme, etc. Ne commettez pas l'erreur de considérer que les images en Corée du Nord sont la preuve que Gérard Depardieu est un violeur. Ça, il n'y a que le tribunal qui peut le décider. Nous avons de bonnes raisons de penser peut-être que c'est vrai, mais ce n'est qu'une présomption. Ce n'est que pour l'instant une supposition. Ces images qui sont terribles par leur violence, par leur grossièreté, par leur brutalité, ne sont que des images d'un être humain pris en flagrant délit de délire total. Ça ne constitue pas une preuve par rapport les 15 femmes qui témoignent dans Mediapart, je pense également. À l'affaire du viol. Et vous commettez une erreur, et c'est là où la classe politique intervient. Vous avez les accusations contre Gérard Depardieu sont suffisamment graves en elles-mêmes pour qu'elles constituent un dossier juridique qu'il faut mener à terme. Et on verra bien comment la justice se prononce. On n'a pas besoin d'en rajouter, parce que c'est ça qui fait, quand on a utilisé l'expression chasse à l'homme, d'autres pourront dire que c'est l'inquisition, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la moindre image va suffire à établir la culpabilité de quelqu'un. Non, il peut très bien avoir tenu ses propos en Corée du Nord, et ne pas être coupable. Ça, c'est la justice qui le dira. C'est curieux quand même, comme le monde médiatique. Vous ne trouvez pas aussi grave que ce qu'il a dit, le fait qu'il aille en Corée du Nord célébrer le 70e anniversaire de la pire dictature, du pire régime du monde. Personne ne l'a dénoncé. On s'est focalisé sur les mots absolument ignobles qu'il a prononcés. Vous voyez dans quelle obsession on est. Je pense que le fait qu'il aille en Corée est plus grave. Le fait qu'il aille célébrer le 70e anniversaire du régime de Kim Il-sung me semble plus grave. C'est pas incompatible son soutien. On entend ce que vous nous dites, mais bon voilà, ce sont deux sujets différents et on peut avoir deux avis distincts sur deux sujets différents. Attendez, non, pardonnez-moi. Pardonnez-moi parce que il y a nos deux invités en plateau et on reviendra vers vous évidemment ainsi que vers Alice Coffin dans quelques tout petits instants, mais Jessica Suze et Emmanuel Dancourt, on voit bien on réussit à échanger, on réussit à faire échanger des personnes qui à l'origine ne pensent pas exactement la même chose sur des sujets très sensibles comme celui qui nous réunit ce soir. Mais comment on avance une fois qu'on arrive à peu près à échanger? Là, on le voit, en l'espace de 24 ou 48 heures, deux tribunes sont publiées, l'une de soutien à Gérard Depardieu, l'autre visant Emmanuel Macron, et à travers lui, évidemment, ciblant Gérard Depardieu. Mais comment on avance pour, au-delà du cas Depardieu, faire évoluer les mentalités tout en se prémunissant d'atteinte à l'état de droit? Les questions légitimes, me semble-t-il, autour du respect de la présomption d'innocence ne sont pas secondaires. Mais là, comment on allie tout ça? En fait, là, si on arrive à avoir une discussion, c'est parce que justement, il y a eu ces images. Avant ces images-là, il n'y avait pas ce genre de discussion. On n'avait pas ce genre de débat où la plupart des personnes pouvaient croire en fait les victimes. Là, on croit parce qu'il y a eu les images en Corée du Nord. Et c'est ces images-là qui nous permettent d'ouvrir le débat et que des gens ont été choqués, comme elle a dit Alice Coffin. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées parce qu'il faut pas non plus oublier qu'il a sexualisé le corps d'une fillette de 10 ans. Donc, en fait, c'est ces images-là hyper choquantes qui amènent un débat, qui amènent des discussions. Oui, c'est vraiment intéressant et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait noté dès la diffusion de compléments d'enquête. Alors Alice Coffin n'a pas dit que la diffusion de ces images faisait prouver que Gérard Depardieu était un violeur et évidemment il faut faire la part des choses en tout état de cause. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça vient mettre une véritable bascule. C'est-à-dire qu'on avait lu les témoignages dans Mediapart, on avait même entendu certaines de ces femmes qui accusent Gérard Depardieu sur l'antenne de BFM ou dans les colonnes du Monde.
Mais là, ce qu'elle décrivait par leurs mots, on a vu Gérard Depardieu le faire par ses propos outranciers, par son attitude. Et c'est la première fois peut-être que dans une affaire, on a cet élément-là, en fait. Et ça éclate au visage de tout le monde en se disant, ah bah tiens, ce que j'avais lu dans tel journal il y a un an, telle actrice qui dénonçait tel fait, mais en fait, quand je le vois là, bah oui, je vais la croire parce que... Est-ce que justement les images et les mots de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête pourraient être versés à certains des dossiers de plainte contre l'acteur? C'est très intéressant parce qu'on s'est évidemment posé cette question après la diffusion de Complément d'enquête. Pour caractériser un délit à partir des seuls propos diffusés sur Complément d'enquête, propos qui ont été tenus il y a 6 ans maintenant en Corée du Nord, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En revanche, ce qui est possible et ce qui risque fortement d'arriver, c'est que la juge qui est en train d'instruire la plainte de Charlotte Arnoult pourrait demander de faire verser la procédure. La retranscription du complément d'enquête pourrait aussi entendre les gens avec qui Gérard Depardieu était en Corée du Nord, pourquoi pas Yann Moix ou les personnes avec qui il était sur place pour avoir leur témoignage, tout simplement pour venir colorer le dossier, pour venir épaissir le dossier judiciaire à l'encontre de Gérard Depardieu, parce que ça vient éclairer sa personnalité, tout simplement, ça vient dire qui il était, ça vient le montrer aussi dans ses excès les plus ultimes qu'avaient dénoncé justement ces femmes dans les colonnes des journaux. Alors comment on avance? Je me permets de vous couper parce que non mais vous m'aviez je posé vous en la prie, question aussi. Un nouvel invité vient de nous rejoindre et après je vous donnerai la parole. Bonsoir Daniel Salvatore Schiffer, vous êtes philosophe. Où vous placez-vous dans ce débat ou cette réflexion, chasse à l'homme ou réflexion ou échange salvateur? Bonjour. Écoutez, je voudrais sortir de ces stériles polémiques et surtout m'insurger en faux contre la toute récente tribune du Monde. Je ne pense pas que le président Macron, pour lequel je n'ai ni antipathie ni sympathie, le débat n'est pas là, ait validé quoi que ce soit par rapport à la culture du viol. Je pense qu'il faut avoir des nuances, il faut raison garder, il faut être beaucoup plus équilibré dans ses jugements. Par rapport à Gérard Depardieu en tant que tel, ce que j'ai condamné dans la tribune que j'ai publiée le 21 décembre dernier dans le JDD, dans le journal du dimanche, c'est effectivement cette chasse à l'homme. Je pense qu'il faut que la justice fasse son cours. Ce que j'ai fait, c'est distinguer l'homme de l'artiste. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'homme de l'artiste, pas plus d'ailleurs que la morale. Sinon, on n'en finit plus. On ne lira plus Baudelaire, on ne lira plus Flaubert, on ne lira plus Céline, tout ce qui fait la grandeur de l'art, et ça c'est absolument intolérable. C'est ce que j'appelle la cancel culture. C'est une des dérives du wokisme qui est une atteinte à la démocratie, à la liberté d'expression. Alors là, il y a un double problème. Il y a à la fois la négation, le déni de la présomption d'innocence, parce que même si Depardieu est mis en examen, il n'a pas encore été jugé. Nous avons là affaire à un tribunal médiatique, un véritable lynchage médiatique. Or, la présomption d'innocence est un des piliers de la justice. Qu'est-ce qui relève de la chasse à l'homme et du lynchage médiatique dans tout ce que l'on voit et entend en ce moment, en particulier depuis la diffusion d'un documentaire dans lequel on entend les propos obscènes de Gérard Depardieu? Dites-nous clairement ce qui relève pour vous de la chasse à l'homme. Je pense que vous faites allusion, bien sûr, au reportage de Complément d'enquête. Je pense qu'il faut en terminer avec cette ère constante du soupçon et de la délation. Un reportage télévisé, pour bon qu'il soit, n'est pas encore un tribunal. C'est cette confusion qui est inacceptable. C'est cette confusion qui est intolérable dans une société démocratique digne de ce nom. Mais en quoi y a-t-il confusion dès lors qu'il est question d'une enquête constamment et des amalgames constamment, parce que ça devient très dangereux, ça devient une sorte de dictature de l'opinion publique, de la rumeur publique. Il faut contextualiser les choses. Est-ce que pour Alors, vous, je ne suis pas là je vous pour pose la question par la négative, est-ce qu'on ne devrait pas enquêter? Je vous pose la même question finalement, mais par la négative, est-ce que vous m'entendez là? Je vous en prie, je vous entends, oui. Et est-ce qu'on ne devrait pas, en France aujourd'hui, enquêter sur Gérard Depardieu, dévoiler des séquences mettant en scène Gérard Depardieu? Est-ce qu'on ne devrait pas, et j'en termine par là, donner la parole à des femmes, puisqu'il s'agit en l'espèce de femmes, qui disent avoir été victimes de Gérard Depardieu, pas de l'acteur, de Gérard Depardieu. Alors j'ai le plus grand...
Alors j'ai bien sûr le plus grand respect pour la parole des femmes, qu'on les appelle des plaignantes ou des victimes. Je pense qu'il faut les entendre. Effectivement, c'est sacro-saint, c'est un principe de justice inaliénable, imprescriptible. Mais ce n'est pas encore un tribunal, ce n'est pas encore une cour de justice. C'est tout ce que je dis. Mon discours est très, très nuancé. Je fais la part des choses, je remets les choses à leur place, chacun à sa place. Alors il faut entendre ces femmes, bien sûr, mais pas spécialement et pas nécessairement dans une radio ou une émission de télévision. Ce n'est pas le rôle des médias. Et c'est en ce sens-là que le président Macron... Ce n'est pas le rôle des médias de recueillir des témoignages de tout temps dans un nombre incalculable d'affaires. On a donné la parole, au passage, aux deux parties. Hein. C'est me semble-t-il, complètement le rôle des médias, des journalistes. On peut recueillir des témoignages, bien sûr, et les médias peuvent être très utiles, voire nécessaires. Mais il y a une frontière qu'on ne peut pas passer. Il faut délimiter les territoires. On peut donner la parole aux femmes, ça peut être des témoignages, et on peut peut-être aussi le verser au dossier juridique. Mais ce même témoignage ne peut pas être considéré comme une pièce à conviction au sein d'un procès en bonne et due forme, parce que ce n'est pas tout simplement la place, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas une cour de justice. Nos invités souhaitent réagir à ce que... Les niveaux d'analyse est une insulte, pas seulement à la démocratie, mais à la justice même. Je pense que les avocats, les procureurs sont suffisamment intelligents, nuancés et au fait de la question, et surtout d'un dossier aussi délicat et épineux, que pour donner à ces témoignages la juste portée qu'ils doivent avoir, ni plus ni moins. Votre point de vue, restez avec nous. Alice Coffin et Emmanuel Dancourt souhaitent réagir. Alice Coffin, vous écoute. Oui, alors, excusez-moi monsieur, on n'en peut plus là. Hein. C'est des dizaines de milliers de femmes violées, des dizaines de milliers d'enfants violés. Et excusez-moi de vous le dire directement, mais vous vous faites complice de ça. C'est pas possible encore ce genre d'argument. Et je voudrais en particulier rebondir sur un argument que j'ai entendu sur cette histoire de chasse à l'homme. On ne fait pas une chasse à l'homme, nous. On fait une chasse à un système. Et ça fait des décennies que les militantes féministes font une chasse, si on doit l'appeler comme ça, je suis pas sûre que ça soit le mot. En tout cas, un combat, une lutte contre un système. C'est certainement pas un homme. Depardieu, c'est le représentant. C'est un symptôme de Depardieu. Et c'est un symptôme intéressant parce que, encore une fois, tout le monde se focalise parce que, comme vous l'avez très bien expliqué là dans votre émission, il y a des images, comme Vincent Vintigue l'a souligné, il y a des images, donc c'est important. Ça permet de faire des choses, mais il y avait aussi des enquêtes journalistiques. Et j'espère encore que les enquêtes journalistiques ont une valeur dans ce pays et que la presse a une valeur dans ce pays et qu'on la traite pas comme ça d'un revers de main. Mais c'est pas une chasse à l'homme. Encore une fois, c'est vraiment une lutte contre un système. C'est une chasse contre un système dont on voit extrêmement bien les rouages et les mécanismes s'exercer à l'occasion du cas Depardieu. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est simplement que celui-là est particulièrement médiatisé parce que c'est Depardieu, parce que ses soutiens, ses proches font preuve, je sais pas, de bêtises ou de volonté de protection et vont au-devant et font une tribune quand même particulièrement mal écrite et avec des arguments particulièrement rances qui sont en complète contradiction avec ce que toute la population peut voir et donc qui choquent. Mais en fait, ce qui se passe avec le cas Depardieu, c'est ce qui se passe tous les jours, même quand c'est pas des célébrités, même pas. C'est-à-dire qu'on voit des mécanismes de défense s'organiser pour défendre l'agresseur, qui sont évidemment plus puissants et médiatisés quand c'est Depardieu, mais c'est la même chose et c'est mis à jour devant toute la population. Et vraiment, moi j'ai l'immense espoir, sans trop complètement y croire, mais que ce cas-là de Depardieu permette de faire une bascule, de permettre vraiment qu'on se rende compte de ce qui se passe et à quel point les agresseurs, les harceleurs sont défendus dans ce pays, y compris par le président de la République. Et on a réellement un président de la République qui se fait complice de cette culture du viol et qui est complètement co-responsable de l'ensemble des femmes, des enfants violés dans ce pays. Et ça paraît, je sais qu'on va dire les féministes exagèrent, mais je vous assure, c'est vrai. C'est-à-dire que tant qu'on aura un président de la République qui tient des propos comme ça, tant qu'on aura des personnalités si célèbres qui tiennent des propos comme ça continuera. Et on peut pas à la fois pleurer à chaque fois qu'on entend un féminicide, à la fois qu'on entend des faits qu'on jugera tragiques, mais qui en réalité sont une conséquence, encore une fois, logique de ce qui se passe dans cette société, sans s'inquiéter et sans mettre en cause ces personnes qui doivent réellement être mises en cause et réfléchir un peu à leurs actions. Emmanuel Dancourt, l'une des questions en toile de fond, et d'ailleurs
elle est posée par quasiment en titre de leur tribune par les soutiens de Gérard Depardieu, c'est faut-il effacer, eux disent n'effacez pas Gérard Depardieu, c'est faut-il mettre de côté Gérard Depardieu, son œuvre et l'image de Gérard Depardieu aujourd'hui en France de par les soupçons, les accusations qui pèsent sur et contre lui. Je trouve qu'on parle beaucoup de Gérard Depardieu et pas beaucoup des victimes. N'effacez pas les victimes. Monsieur, je vous remercie pour ce que vous avez fait, parce que là, on a un cas d'école. Vous avez mis dans une seule réponse tous les poncifs auxquels on a droit. Donc ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Vous nous avez parlé du tribunal médiatique, de la dictature de l'opinion, de la rumeur, de laisser la justice faire son travail. Et n'en étant pas une contradiction près, vous nous dites, par contre, il faut absolument écouter la sacro-sainte parole des femmes versus le monstre sacré. Tout est sacré dans cette histoire. C'est quand même un truc de fou. Et vous parlez de délimiter les territoires. Moi, je peux vous assurer que Gérard Depardieu, il n'a pas délimité les territoires quand il a été violé par 2 fois Charlotte Arnoult à quelques jours d'écart. Il n'a pas délimité les territoires quand il a été agressé Hélène Darras. Il n'a pas délimité les territoires sur les tournages. Alors, faut-il canceller, puisque c'est votre question, Gérard Depardieu, on a Effacé, 2 positions, effacé, Gérard Depardieu, excusez-moi. Il y a plusieurs positions qui sont audibles, je trouve, à ce niveau-là. Il y a un passé d'acteur, il y a un passé, si vous voulez, de monstre sacré du cinéma. Il est pas le seul, loin de là. Moi, je pense que chacun peut prendre la responsabilité de décider pour lui ou pour elle s'il a envie ou pas de revoir Cyrano, La Chèvre, Les Valseuses, tout ce que vous voulez. Moi, je sais que je ne le ferai jamais, j'en suis totalement incapable parce que je ne dissocie pas l'homme de l'artiste. Et quand je vois Depardieu aujourd'hui, je vois ce qu'il a fait à Charlotte Arnoult, je vois ce qu'il a fait à des tas de femmes qui sortiront peut-être jamais du bois parce qu'elles osent pas, parce que ça va encore leur porter préjudice dans le cinéma, et c'est pour ça qu'on parle pour elles, parce que ces associations comme MeToo Média ou comme nous toutes, on est là pour parler pour les victimes et pour les croire. Daniel Salvatore Schiffer, vous qui étiez interpellé à l'instant par Emmanuel Dancourt, on vous écoute. Oui. Mais écoutez, je ne veux pas tomber dans ces amalgames. Quand je parle de sacro-sainte parole des plaignantes, c'est plutôt un éloge et je me range du côté des plaignantes. Ah bon. Mais je ne suis pas là C'était pour pas juger. Évident, hein. Je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un magistrat. Et ce que je déplore, c'est que ces féministes, et Dieu sait, si j'étais aux côtés des féministes, je parle de personnes comme Simone de Beauvoir et d'autres, bien sûr, ou Gisèle Halimi, ou Françoise Giroud. Ce que je déplore, c'est qu'en fait, ce type de féminisme qui dépasse les limites du cadre de la justice font plus de tort que de bien. C'est cela. On ne dépasse pas les limites du cadre de la justice, monsieur le philosophe. On les respecte. Ça ne nous empêche pas, de nous exprimer. La présomption d'innocence n'empêche pas les journalistes de faire leur travail. Que je n'ai jamais rencontré. La présomption d'innocence n'empêche pas les journalistes de faire leur travail. J'ai dit dans ma tribune du JDD que je trouvais ces propos que l'on a entendus dans complément d'enquête plutôt graveleux, de très mauvais goût, et je ne les cautionne absolument pas, et j'aurais même plutôt tendance à les condamner. C'est un délit. La question pour moi n'est pas là. Je sépare simplement le domaine public, le domaine médiatique et la justice. Mais qui sépare le domaine médiatique? Qui fait ça en fait? C'est la société, c'est la vie. Personne sépare. Et quand on parle, le monsieur qui a écrit la tribune, dont j'ai pas retenu le nom et je crois que j'ai pas envie de le retenir, la tribune dans le Figaro, il a dit on a traîné Gérard Depardieu dans la boue au mépris de la présomption d'innocence, mais on traîne dans l'oubli les victimes au mépris de leur présomption de véracité. Parler de Yanis Eziadi, qui était notre invité hier soir. C'était lui. Acteur à l'origine de la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Le temps, Vincent Ventighem, le temps médiatique, que l'on parle des différentes prises de position, des tribunes, des lettres ouvertes, comme des témoignages dans les médias de ces femmes qui dénoncent les agissements, voire les agressions sexuelles, même les viols de Gérard Depardieu. Ce temps médiatique-là n'est pas le temps judiciaire, bien évidemment. Et on en est où en ce moment? Et quand on dit ça, c'est-à-dire que le temps judiciaire est infiniment plus long. On en est où des 3 plaintes et donc des procédures associées à ces 3 plaintes contre l'acteur? Imaginez un peu que le complément d'enquête, si ma mémoire est bonne, c'était le 7 décembre. C'est ça. Donc c'était il y a 3 semaines et vous avez vu tous les débats qu'on a eu autour de ça. Maintenant, imaginez que la plainte de Charlotte Arnoult, elle remonte à l'été 2018. Donc c'est-à-dire à plus de 5 ans aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui. Charlotte Arnoult, elle a déposé une plainte et Gérard Depardieu, il a été mis en examen pour ces faits-là.
Il a contesté sa mise en examen devant la cour d'appel qui a confirmé, c'est-à-dire que plusieurs magistrats ont estimé qu'il y avait des indices suffisamment graves ou concordants laissant à penser qu'il a bien violé Charlotte Arnoult à 2 reprises durant l'été 2018. Cette enquête, elle se poursuit, la procédure, elle a bien avancé. On verra si le juge d'instruction veut faire verser au dossier la retranscription du complément d'enquête. Et en parallèle, on a donc la plainte pour agression sexuelle qui a été déposée par la comédienne Hélène Darras pour des faits supposés que, selon son récit, qui se seraient produits sur le tournage de Disco en 2007. Visiblement, ce sont des faits qui semblent prescrits, mais c'est à la justice de le dire. Et puis on a une 3e procédure d'une journaliste espagnole qui dénonce elle aussi des faits de viol. Il faudra voir ce que ça donnera. Mais la procédure, on va dire peut-être pas la plus solide, mais en tout cas celle sur laquelle la justice a passé le plus de temps, c'est véritablement celle de Charlotte Arnoult. On le rappelle, il est mis en examen pour viol, c'est-à-dire qu'il potentiellement il pourrait être jugé devant une cour d'assises, une cour criminelle départementale. Et on parlait de présomption d'innocence. En fait, ce qu'il faut rappeler dans ces affaires-là, c'est, voilà, il est accusé de viol, et il faut rappeler la position de Gérard Depardieu. C'est ça aussi la présomption d'innocence, c'est que lui conteste les faits. Il dit qu'il y a eu des caresses consenties, il reconnaît avoir eu une relation avec Charlotte Arnoult, il dit qu'il n'y a pas eu de pénétration, qu'il y a eu des caresses consenties. Voilà sa ligne de défense à l'heure actuelle. Et c'est ça aussi qui est important d'indiquer si on veut respecter véritablement la présomption d'innocence. Et c'est la procédure la plus aboutie à l'heure actuelle. Et rien n'empêche, en France, qu'en parallèle du travail de la justice, les plaignantes ne s'expriment mais publiquement, absolument rien. Et micro de journalistes dans le cadre d'enquêtes sérieuses, si l'on fait référence à celle de nos confrères de France 2 comme à celle de Mediapart. Je rappelle que sur le site internet de Mediapart, sur le site d'information Mediapart, une grande enquête avait été réalisée dans laquelle 13 femmes, sans avoir porté plainte, formellement faisaient le récit de leur vécu sur les tournages, des agissements. Et vous, BFM, qui avez donné la parole à Charlotte Arnoult aussi. C'est BFM qui a recueilli la parole de Charlotte Arnoult. Oui, bien sûr. Bravo. Oui, je parlais aussi des interviews accordées par les plaignantes. Oui, Vincent, allez-y. Non, mais moi, il y a juste quelque chose que je voudrais dire parce que c'est quelque chose qui me marque dans ce côté deux mondes qui s'affrontent, dont on parle depuis tout à l'heure, le côté binaire. Il faut être soit pour Gérard Depardieu, soit à l'encontre. Et du reste, la tribune de soutien, le titre, vous l'avez dit tout à l'heure, n'effacez pas Gérard Depardieu, comme si aujourd'hui, fallait effacer la pellicule de tous ces films pour ne le présenter que sous l'aspect d'un potentiel auteur de violences sexistes. Mais en fait, le complément d'enquête, ça agit, si on file la métaphore photographique, c'est un révélateur. On peut dire que c'est un monstre sacré du cinéma, mais on peut dire que aussi, il a peut-être commis des violences sexuelles. L'un n'empêche pas l'autre. Et le respect de la présomption d'innocence, c'est aussi ça. L'information juste, c'est aussi ça, c'est de donner toutes les informations. Et moi, je n'ai pas entendu, alors, je n'ai peut-être pas tout écouté, mais je n'ai pas entendu ni une plaignante, ni une militante féministe dire aujourd'hui on ne veut plus voir les films de Gérard Depardieu, on ne veut plus le présenter comme un monstre sacré. Je ne pense pas que ce soit la revendication première des féministes dans ce combat-là. La revendication première, c'est que les femmes soient entendues, tout simplement. Donc, il ne s'agit pas de l'effacer, il s'agit juste de révéler peut-être une partie de sa personnalité qu'on ignorait jusqu'à présent. François, si vous permettez, vous avez posé une excellente question tout à l'heure et je voudrais vraiment y répondre. Vous avez dit comment on avance. Et je trouve que c'est la seule question qui vaille aujourd'hui. Comment on avance? Moi, je voudrais que les signataires et que toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à cette heure tardive comprennent que dans 91% des cas, les violeurs, ce sont nos pères, nos collègues, nos cousins, nos voisins de palier, voilà, c'est des gens qu'on connaît dans 91% des cas. Et je comprends les signataires, que ce soit difficile d'accepter que Gérard, que vous aimez, que vous avez rencontré sur des tournages, que ce soit difficile d'accepter que cette personne-là puisse être délicate avec vous, sympa, drôle, dans l'intimité, et puis une toute autre personne quand elle se retrouve avec d'autres personnes qui ne sont pas vous. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça me fait penser à ce que dit Sophie Marceau. Dans une nouvelle interview, puisqu'elle avait déjà parlé sur le sujet cet été, et cette fois-ci dans Paris Match, elle explique que, elle en remet une couche en quelque sorte, je la cite, puis après je vous redonne la parole. Je vous en prie. Parce que ça fait le lien. Il s'en prenait non pas aux grandes comédiennes, mais plutôt aux petites assistantes. Voilà. La vulgarité et la provoque ont toujours été son fonds de commerce, et puis, alors même qu'elle avait tourné... plus ensuite d'ailleurs, avec Depardieu à l'époque où elle était âgée de 18 ans dans un film de Piala, Police effectivement, Depardieu aurait posé ses mains sur elle avec des gestes invisibles à la caméra, c'est ce qu'elle dit. Il n'a jamais osé me toucher devant l'équipe, sinon il aurait reçu mon poing dans la gueule, mais avec les pauvres habilleuses, encore une fois, 3 points de
de suspension. Elle a tout dit, Sophie. On la remercie de monter au combat comme ça. C'est important qu'une actrice aussi célèbre qu'elle puisse dire sa vérité aussi. Donc, il faut d'abord que les signataires comprennent ça. Et puis, il y a autre chose. Moi, je demande ardemment à Emmanuel Macron de revenir sur ses propos. Mais vraiment, c'est très, très, très important. Sinon, on va dans quelque chose qui va pas du tout. Les femmes représentent plus de 50% de la population française. Et là, il est le président. Il a été le président de Gérard Depardieu. Mais il n'est pas du tout le président des femmes. Avec Sans lui reconnaître, et là c'est une question que je vous pose, c'est-à-dire que vous nous reconnaissez à Emmanuel Macron aucun acte concret. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'acte. Non, mais je me permets, parce que tout est nuance dans tous les sujets que l'on peut être amené à évoquer. Il y a eu des flyers. Non, mais... Non, mais par exemple, juste quelque chose d'important. Parce que vous dites qu'il est le président, vis-à-vis de ce sujet de la violence faite aux femmes, il sera le président Gérard Depardieu. La prescription sur les agressions sexuelles est passée de 3 ans à 6 ans. Sur les viols, elle est passée de 10 ans à 20 ans, à 30 ans sur les viols sur mineurs. Il y a quand même certaines des avancées qui ont été faites. Mais au regard de ce qu'il faudrait faire, c'est minime, en fait, en réalité. Enfin, je vais te laisser la parole, Jessica, mais c'est vraiment très, très loin de ce qu'on attendait. Jessica, on est trop loin. Nous, on demande 2,6 milliards d'euros. En fait, il y a pas assez de formation. Les policiers ne sont pas formés, les juges ne sont pas formés, toutes les personnes qui reçoivent... Pas assez formés. Oui. Pas du tout assez formés. C'est pour ça que je préfère employer le mot pas formé, parce qu'en fait, c'est trop dérisoire, en fait. Dans les écoles, personne n'est formé, en fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est que les enfants soient formés au consentement et à la non-violence dès le plus jeune âge. En fait, c'est dès l'enfance qu'il faut construire des adultes sécures pour tout le monde. En fait, quand vous dites vous ne pensez pas que les débats qui agitent la société ont forcément des répercussions, notamment à l'école, peut-être dès le plus jeune âge, grâce aux enseignants, aux enseignantes qui inévitablement se font l'écho de ce qui traverse les enseignants, les enseignantes sont épuisés, les établissements n'ont pas assez de moyens. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas assez. Il faut mettre les moyens, il faut mettre l'argent pour aller former les enfants. Quand vous dites comment est-ce qu'on peut se sortir de cette situation, en fait, c'est aussi une question d'individualité. Ça veut dire que moi, en tant que personne, mais c'est pas qu'une question de Depardieu, de star ou de ne pas star. C'est aussi individuellement, qu'est-ce que je fais quand, dans mon entourage, je sais qu'il y a des personnes problématiques. En fait, je les dénonce et j'arrête d'être amie avec mes potes violeurs, avec mes potes agresseurs. C'est aussi ça, et c'est comme ça que le système va changer. C'est pas que en changeant 2-3 têtes bien placées. Non, c'est tout le monde. C'est une prise de conscience de tout le monde. C'est pas que 2-3 personnes dans les lumières. Non, ça veut dire que ça veut dire qu'on demande aussi aux hommes lambda, les hommes pas connus, de dénoncer leurs potes violeurs, d'arrêter de les fréquenter, de soutenir les femmes. C'est ça, et on demande de former les enfants, d'éduquer les garçons à la non-violence, s'il vous plaît. Alors, nous toutes a une super formation en ligne que je vous conseille, que j'ai faite moi, et MeToo Média, on donne des formations dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, dans les boîtes de prod, on est prêt à venir à l'Élysée. Je le dis. Non, mais je sens qu'il y a des gens à former là-bas. On est prêt à venir à l'Élysée pour former, parce qu'on sent qu'il y a une inaccoutumance, je ne sais pas comment dire ça, de la part du président. Il n'est pas au courant de la vérité de ce combat. Il ne sait pas. Sur le phénomène à la fois d'emprise et de déni qui touche des milieux, je dis des parce que là on parle du milieu du cinéma, mais vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes vous-même plaignante dans l'affaire PPDA. Oui. Et vous êtes la créatrice ou la présidente de MeToo Média. Co-fondatrice de MeToo Média avec 2 autres plaignantes et présidente de MeToo Média. Sur le déni et sur une forme d'omerta qui subsiste inévitablement dans bien des milieux, est-ce que vous avez tout de même l'impression, notamment depuis qu'a éclaté ou qu'ont éclaté là où les affaires PPDA, que la libération de la parole n'est pas un vain mot. Le vieux monde craque, clairement. Je pense qu'il y a un avant et un après MeToo 2017, et en France, il y a aussi un avant et un après l'affaire PPDA. Vous savez, au début, les plaignantes dans l'affaire PPDA, personne ne nous croyait. Nos confrères journalistes, consoeurs, nous croyaient pas. Peut-être certains devaient-ils quelque chose à PPDA, qui a eu une influence sur la carrière les accusations portées contre voilà. On a mis du temps, nous, à renverser l'opinion. Il a fallu qu'on s'expose pendant 8 pages, sur 8 pages, dans le journal Le Monde, à la une, qu'on révèle nos identités. C'était pas facile. C'était il y a 2 ans exactement. Et il y a quelque chose de très similaire dans les affaires PPDA, Depardieu, toutes ces affaires-là, Plaza, Vincent Cerruti, qui est une affaire qu'on a sortie aussi, l'affaire Bourdin. C'est l'impunité. L'impunité, les gens ont laissé faire autour, parce qu'il y a le mis en cause, et puis il y a tous les gens autour. Ce silence,
cette omerta, cette impunité qui fait que tout ça a pu avoir lieu. Et j'espère que ça, c'est l'ancien monde. Je voudrais dire aussi une chose, parce que je sens que Vincent va réagir. Il faut savoir aussi que les affaires de violences sexistes et sexuelles, il y a un mot qui manque dedans, c'est avant tout des affaires de pouvoir. Avant même de parler de sexe, c'est un homme qui veut prendre le pouvoir sur une femme, cette femme ou cette petite fille, ça peut être des enfants aussi, on le sait. Et c'est avant tout des affaires de pouvoir, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Emmanuel Dancourt parlait de pouvoir. Enfin, ça a été théorisé, notamment le statut social des hommes, qui joue aussi un grand rôle dans le débat qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, prenons Gérard Depardieu, puisqu'on parle de lui ce soir, c'est sans doute l'un des hommes les plus socialement intégrés en France. C'est-à-dire que tout le monde le connaît, on le croise dans la rue, il est reconnu, il est adulé, il a de l'argent, et il se sert aussi finalement de ce statut-là, en tout cas pour empêcher les autres de dénoncer tout ce qu'il a pu commettre durant ces années. En tout cas, c'est ce que tous les témoignages viennent nous dire au fur et à mesure, quand on nous dit il fallait faire allégeance au roi Depardieu. Pourquoi ? Parce que sinon on ne tournait pas, ou on n'avait pas de film, ou on n'avait pas de rôle. Et ça, on le retrouve effectivement dans plusieurs dossiers emblématiques. Emmanuel Dancourt parlait de Patrick Poivre d'Arvor, qui, jusqu'à preuve du contraire, lui aussi est mis en examen pour des faits de viol. Il reste aussi présumé innocent, donc il faut aussi faire la part des choses. Mais de la même manière, il y a eu une espèce d'omerta autour de lui, parce que on a plein de témoignages qui nous disent tout le monde le savait, mais personne ne l'a dénoncé pendant toutes ces années, parce que le statut social est quelque chose de déterminant là-dedans. Bien sûr, on parle des cas les plus emblématiques, des cas les plus médiatiques. Il faut pas oublier, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a 94 000 faits de viol ou de tentatives de viol en France chaque année. Alice Coffin, ce sujet du rapport de force, bon, évidemment, on connaît vos interventions et votre position sur le sujet, mais sur l'évolution de ce rapport de force, sachant que là, on parle des hommes et des femmes, mais enfin, évidemment, on ne cesse de le répéter, on ne met personne dans le même sac, en fonction de la catégorie ou du sexe, mais que nous dites-vous ce soir sur l'évolution du rapport de force? Non, bien sûr, on parle de système. Encore une fois, le cas de Depardieu va permettre une évolution, et il y a une ligne qu'on peut prendre comme petit à petit. Il y a des révélateurs, tout ça a été très justement dit sur le plateau. Après, moi j'ai un petit doute sur le fait que Emmanuel Macron, il ait besoin, je pense qu'il sait très bien ce que je veux dire. Et je pense qu'il fait tout ça extrêmement cyniquement. C'était pas du tout anodin que cette intervention sur Depardieu surgisse dans une émission où il parlait de la loi sur l'immigration et je pense qu'en plus c'est un cynisme total. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il instrumentalise ça comme ça, il fait, c'est horrible. C'est-à-dire de faire une diversion sur Depardieu, c'est-à-dire de faire une diversion sur des dizaines de milliers de femmes violées, parce qu'encore une fois on parle des victimes de Depardieu. S'il souhaitait faire diversion, c'est un échec. On sait désormais avec un tout petit peu de recul, que ces propos ont suscité la polémique. Comme peut-être ceux qui l'auraient tenu sur l'immigration, je n'en sais rien, mais si vous voulez, votre thèse est un peu... C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la loi immigration depuis ses propos. L'émission, elle était clairement là-dessus. Il arrive sur le truc, il vient de se prendre un gros revers avec sa majorité, et il avance sur un sujet, mais tant mieux. Enfin, je veux dire pas tant mieux, parce que l'autre sujet est absolument tragique et hyper inquiétant pour le pays. Mais parlons-en. Du coup, parlons vraiment de ces violences-là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense pas. Formons-le si on veut, mais je pense qu'il sait très bien. Il sait très bien tout ça. Et c'est ça le problème. Je pense qu'il sait pertinemment ce qu'il fait et qu'il s'en fiche. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que c'est quand même un président qui a eu dans son gouvernement Nicolas Hulot, qui a Gérald Darmanin, qui est un complice de ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il sait pertinemment ce qu'il fait et qu'il est complice de ça. Il sait très bien qui sont les agresseurs. Je pense qu'il n'a aucun doute, en fait, sur Gérard Depardieu. Il sait très bien, il a vu les images comme tout le monde, il a pu lire les enquêtes comme tout le monde, donc il sait ce qu'il fait. Et il choisit de ne pas lutter. Et on peut dire, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a eu des avancées? Mais le problème, c'est que les violences, contre les femmes, contre les enfants, elles relèvent aussi énormément de tout un imaginaire, de toute une construction sociale qui a lieu depuis des millénaires, et que la parole politique, la parole de ceux qui ont accès aux médias, elle est primordiale là-dessus. Donc la parole d'un président de la République, elle est extrêmement importante. Merci. Et lui, au contraire, c'est une régression qu'il nous fait pendant tout son mandat, en fait. Réellement. Merci Alice Coffin. Je me permets juste de me tourner vers Vincent pour repréciser de quoi il était question dans les affaires
Hulot et Darmanin qu'évoquait à l'instant Alice Coffin. Alors s'agissant de Nicolas Hulot, il avait été visé par une enquête préliminaire pour des faits de viol sur mineurs, des faits très anciens qui dataient de 88 ou 89 de mémoire. Il avait été accusé d'avoir agressé une jeune fille sur un parking à côté de la maison de la radio de Radio France où il venait de donner une émission. Finalement, la justice a enquêté et a classé sans suite cette plainte, cette enquête, car les faits étaient prescrits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un classement pour prescription, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas existé. C'est juste que la justice précise qu'elle n'est plus en mesure de pouvoir enquêter sans se prononcer sur le fond de l'affaire. S'agissant de Gérald Darmanin, il a été visé par plusieurs procédures, toujours la même histoire, pour des faits de viol qui étaient dénoncés par Sophie Spatz, et il a bénéficié d'un non-lieu qui a été confirmé en appel. Donc, la justice a estimé qu'il n'était pas en mesure d'être mis en examen pour cela, sachant qu'il s'agissait là aussi de faits anciens remontant de mémoire à 2011, à l'époque où il était chargé de mission pour l'UMP, et cette affaire avait éclaté en 2017 quand il avait intégré le gouvernement d'Emmanuel Macron. Quand on cite des noms, et on en terminera par là, et donc des affaires, derrière ces noms, des affaires qui n'en sont plus pour certaines, des affaires dont la procédure n'est pas reste en cours pour d'autres, est-ce qu'on ne touche pas précisément aux limites que touchent du doigt certains, soit autour des échanges sur la présomption d'innocence ou du respect tout simplement de l'état de droit? Est-ce que, en mettant des noms comme cela, et ceux notamment cités par Alice Coffin à l'instant, le risque n'est pas d'aller un peu trop loin, puisque, comme vient de nous le rappeler Vincent, certaines affaires, aux yeux de la justice, ne sont plus des affaires. Quel regard les féministes que vous êtes portent-elles? Non-lieu, ça ne veut pas dire innocent, et ça on ne cesse de le répéter en fait. Ça ne veut pas dire que ces personnes étaient innocentes, ça veut juste dire que soit il y avait présomption, soit en fait il y avait manque de preuves. Donc en fait on ne va pas trop loin. Les personnes qui vont trop loin, c'est les personnes qui agressent. Ce sont eux qui vont trop loin. Jamais les autres en fait. Et ça j'aimerais bien qu'on rééquilibre en fait. J'en ai un peu marre qu'on entende que est-ce que vraiment les personnes qui sont du côté des victimes vont trop loin? Non, en fait on n'ira jamais trop loin. Non, ce que je veux dire c'est qu'une fois que la justice a tranché, on doit continuer à estimer que oui, mais quand même cette parce que ça existe personne n'est pas totalement blanchie. Si vous considérez qu'un non-lieu à soupçon. Si vous considérez qu'un non-lieu n'est pas une preuve d'innocence, hein, je respecte votre position, mais quelle est la preuve d'innocence sur vous? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? On peut se méfier, je pense que déjà avoir une méfiance, c'est-à-dire que, en fait, une relation de confiance, ça se crée entre chaque individu. On doit avoir aussi confiance en notre gouvernement. Et en fait, à partir du moment où il y a une histoire comme ça, dont on sait du coup qu'un non-lieu, ce n'est pas, ça veut pas dire qu'il y a rien. Ben en fait, la confiance, elle n'existe plus. Et donc, on peut pas avoir confiance en notre gouvernement si on sait qu'ils ont des histoires de viol derrière le dos. Ensuite, que ça soit vrai ou pas vrai, ça finalement personne ne pourra le savoir, sauf les personnes concernées. Et que nous, en fait, on continue encore de dire aux victimes qu'on vous croit et qu'on est là. En fait, ça la permet à elles aussi, parce que en fait, eux, ils continuent, ils reprennent leur vie. Bien, mais les victimes, elles reprennent pas leur vie, elles ne peuvent pas. Elles, par contre, elles sont cancel partout. Elles sont effacées de partout, les victimes. Mais ça, j'entends bien, mais remettre en cause la vérité judiciaire, est-ce que c'est pas quelque chose de dangereux d'une certaine manière? Mais le mot de la fin. J'entends bien, pardon. Oui, on démarre un gros débat juste sur la fin. J'entends bien le raisonnement, et le raisonnement est très cohérent et se tient. Mais comme on le disait, on est dans une justice en France avec le doute qui bénéficie à l'accusé. Donc ce doute, malheureusement, il va toujours rester. Il n'y a pas de blanchiment, il y a des classements sans suite, des non-lieux. Et ce doute va continuellement habiter l'accusé, et ça c'est pour protéger. Nous on est là pour protéger les éventuelles futures victimes, et pour protéger les anciennes évidemment. Merci. On est obligé de s'arrêter là, mais on peut dire qu'on a pris le temps. Ah oui, oui. Merci à BFM. Et qu'on a élargi, mais c'est, me semble-t-il, important de ne pas s'arrêter à un cas, même si il suscite beaucoup de réactions et d'interrogations. Merci à toutes et tous d'avoir été en direct avec nous dans BFM Soir.